Ali Bongo Ondimba, vous êtes le président de la République du Gabon depuis le 16 octobre 2009. Au terme de votre mandat de 7 ans, vous affrontez pour la première fois le suffrage des Gabonais, pour la seconde fois le suffrage des Gabonais, dans une élection présidentielle qui est pour tous les observateurs la plus indécise de l'histoire du Gabon. Le Gabon, ancienne colonie française, a obtenu son indépendance en 1960. Le premier président fut en 1961, Léon Mba. En 1967, El Hadj Omar Bongo Ondimba, votre père, devient alors le second président du Gabon. Il préside le destinée des Gabonais jusqu'à sa mort en 2009. Le Gabon est un pays de 1,8 million d'habitants, sur une superficie de 267 677 km², avec une frontière maritime de 885 km et 2500 km de frontières terrestres partagées avec le Cameroun, la Guinée équatoriale et le Congo. Ali Bongo Ondimba, vous avez réalisé vos études en Europe à votre retour. Et à votre retour au pays, vous avez travaillé dans le cabinet de votre père, alors président de la République, dès 1984 jusqu'en 1989. De 1989 en 1991, vous êtes ministre des Affaires étrangères du gouvernement. Mais vous devez démissionner à cause de votre âge. En effet, la Constitution de 1991 impose d'avoir au moins 35 ans pour exercer des fonctions ministérielles. Vous aviez alors 32 ans. De 1999 à 2009, vous êtes ministre de la Défense. Aujourd'hui, président de la République, vous semblez stimuler vos concurrents qui sont tous d'accord avec le thème de votre programme, le changement. Ils souhaitent que ça commence par vous, par votre départ de la présidence de la République. En 2009, vous avez déclaré « Je serai heureux que si les Gabonais sont heureux ». Avez-vous le sentiment que c'est le cas au terme de 7 ans de votre présidence et de cette campagne présidentielle 2016 qui a paru crispante, parfois tendue, et où vous êtes allé sur l'ensemble du territoire gabonais, comme on l'a suivi avec vos compatriotes, à la rencontre de tous les Gabonais? Bien, Monsieur Nemale, avant toute chose, je voudrais profiter pour dire bonsoir à tous les téléspectateurs, en espérant que cette émission pourra leur permettre d'avoir beaucoup plus une meilleure idée du programme que je propose à mes compatriotes. Pour revenir à votre question, il est clair qu'après 7 ans, je peux globalement dire que mon bilan est positif et donc que j'ai contribué à améliorer le sort de nos compatriotes. Toutefois, il y a encore des compatriotes, il y a encore des Gabonais qui souffrent. Et donc, comme je l'ai dit, je serai totalement heureux lorsque tous mes compatriotes seront heureux. Nous sommes en bonne voie et voilà pourquoi nous voulons poursuivre. Vous êtes en bonne voie, vous êtes le candidat de la majorité présidentielle à cette élection. Voici votre portrait par Serge Kofi. Ali Bongo Ondimba, c'est qu'en 7 ans, brigue un deuxième mandat à la présidence de la République en étant à la tête du parti au pouvoir, le Parti démocratique gabonais. Arrivé au pouvoir en 2009, il a dirigé le Gabon en affirmant être le président de tous les Gabonais. Au lendemain de son investiture, les Gabonais ont découvert un président décontracté et ambitieux. Ali Bongo Ondimba entre dans la vie politique gabonaise en 1981 alors qu'il a 32 ans. Ministre des Affaires étrangères à la veille de l'avènement de la démocratie en 1990, il finira par être écarté du gouvernement en juin 1991 en vertu de nouvelles règles constitutionnelles. Militant du Parti démocratique gabonais, le PDG, il fait partie du courant dit des rénovateurs au sein du parti unique et en conduit l'aile réformiste. Au lieu de condamner la jeunesse parce qu'elle apporte des idées nouvelles, nous devons au contraire la féliciter et l'encourager. Car la jeunesse n'est pas une chance et la vieillesse est une maladie non plus. C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure des symbioses des vétérans et des jeunes. Car de ces brassages sortira un parti démocratique fort et solide. Ali Bongo Ondimba revient dans le gouvernement en 1999 en occupant le portefeuille stratégique de la défense. Il restera à cette fonction durant 10 ans jusqu'à la veille de l'ouverture de la campagne présidentielle de 2009 anticipée par la mort de son père, le président Omar Bongo Ondimba. Durant son mandat au ministère de la Défense, il prend alors l'initiative de multiples projets, la création du Prytanée militaire destiné à l'éducation de futurs recrues, la réalisation de l'hôpital d'instruction des armées ouvert aux populations civiles, le renforcement des capacités de défense, la construction de nouveaux casernements et l'amélioration de la vie quotidienne des militaires. Je ne peux pas m'empêcher, lorsque je suis dans un hélicoptère, de bien regarder, de voir tout ce qui se passe, parce que c'est comme cela que j'imagine déjà un peu le développement et j'ai la vision.
Et je repère un certain nombre d'endroits. C'est comme ça que d'ailleurs nous avons procédé pour les implantations militaires. De regarder d'abord les sites, regarder ce qui était intéressant, où est-ce qu'ils pouvaient s'être placés, où est-ce que ça pouvait apporter un développement. Et bien, ce que je faisais, ce que j'ai fait jusqu'à présent pour l'armée, bon maintenant, on va le faire à une autre échelle. Son investiture comme candidat a cristallisé des mécontents au sein du Parti démocratique gabonais. Des barons du parti, dont André Baobam, son ami de longue date, ont tenté en vain de le battre. Plusieurs d'entre eux deviendront ses plus farouches opposants. Les premières années de son mandat vont être caractérisées par des réformes au pas de charge. Sa vision pour le pays est élaborée et déclinée à travers le plan stratégique Gabon émergent, dans lequel l'industrialisation et la diversification de l'économie sont le maître mot. Sa méthode, la création d'agences pour épauler et surveiller les ministères. Les attentes des Gabonais sont de plus en plus grandes, mais Ali Bongo Ondimba dit le reconnaître. Il dit assumer ses choix et veut agir. Je sens l'impatience des uns et des autres. Cette impatience que je rencontre quand je me promène, je rencontre les Gabonaises et les Gabonais, qui m'expriment l'espoir pour ceux qui ont déjà commencé, mais qui me rappellent que nous sommes loin encore d'avoir atteint notre but. Et ça, je sais que nous sommes loin d'avoir atteint notre but. Je dis souvent que je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Mais ce que je ne fais pas, je sais aussi l'expliquer. Et j'explique pourquoi. Je ne me cache pas. S'il y a des échecs, je les assume. S'il y a des choses qui sont en retard, je les assume, je l'explique, je le dis. Mais je ne me cache pas. À la conquête d'un nouveau mandat, il se dit déterminé et affiche chaque fois qu'il le peut sa volonté à respecter son principal engagement, faire du Gabon un pays émergent en 2025. Je tenais, au nom de tous les téléspectateurs d'Africa 24 et de tous les médias, à vous remercier, vous, mais pas vous individuellement, tous les 14 candidats de cette élection qui nous ont démontré les valeurs de compréhension, de disponibilité pour les médias. Je veux ici les citer au Gabon et je veux que cet exemple du Gabon puisse servir aussi au reste du continent. Que ce soit Jean Ping de la coalition de l'opposition avec Gizumba Dama et Casimir Oyemba et Léon Paul Ngoulakia, le père Paul Mba Abessol, Pierre Claver Manganga Moussavou, Raymond Donsima, Bruno Ben Boumamba, Pierre Claver Manganga Moussavou, je l'ai dit tout à l'heure, Dieudonné Milama Mitongo, Augustin Moussavou King, Gérard Elangema, Roland Désiré Abaminko, Abel Bombezundu. Les équipes d'Africa 24 ont parcouru plus de 5 à 6 000 km dans le Gabon, ont suivi les candidats dans chacune des localités où ils ont pu aller. Ils ont aussi écouté beaucoup de choses qui se sont dites tout au long de cette campagne. Voilà pourquoi ceux qui ont conduit cette équipe sont là, présents dans cette émission, Marie-Angèle Touré et Babylas Botton, pour qu'on puisse passer ce moment à réellement se parler dans toute la dimension de la vérité possible sur l'ensemble des problèmes qui se sont posés ici au Gabon, que ce soit des problèmes du gouvernement, mais que ce soit aussi des problèmes vous concernant directement, personnellement. Je peux parler d'un angle familial. Donc il n'y aura aucun tabou sur cette table et on va commencer par votre bilan économique, politique et social du projet Gabon émergent 2009-2016. Ce projet qui se déclinait en 3 axes, le Gabon vert, le Gabon industriel et le Gabon des services, qui n'a pas forcément eu les résultats escomptés. Pour vos adversaires politiques, un échec total. Pour vous et vos partisans, des avancées que nous allons constater tout de suite avec Marie-Angèle Touré, ou échecs que nous pourrons constater aussi dans les questions qu'on vous posera. Monsieur le Président, un bref bilan. Le prix du baril est en chute libre. Il est sous la barre des 50%. Cette crise n'a pas été anticipée. La dette du pays a doublé en 7 ans. Elle est à présent à peu près 49% du PIB. L'autosuffisance n'est pas au rendez-vous. De quoi peut-on se réjouir à l'heure actuelle au Gabon? Alors, quand vous dites que la crise du pétrole n'a pas été anticipée, certes, mais c'était justement un des moteurs de programme que nous avons mis en place, qui était donc celui de la diversification de notre économie, moins dépendre du pétrole. Et donc, sur cet aspect-là, il y a une réussite totale, puisque en 2009, le pétrole représente encore plus de 46% de notre PIB, et aujourd'hui, il n'en représente que 23%. Et cela grâce à une politique de diversification, qui repose sur, effectivement, les piliers pour lesquels j'avais
sollicité les suffrages de mes compatriotes. Nous avons développé d'autres secteurs, aussi bien le secteur de la forêt, aussi bien le secteur minier, que aussi le secteur des services. Tous ces secteurs-là sont en progression. Donc, il est correct de dire que nous avons fait des avancées significatives et notre taux d'endettement est un taux qui est acceptable. D'ailleurs, c'est pour cela que lorsque nous allons sur les marchés, nous n'avons aucun problème à financer notre économie. La différence, c'est qu'il faut savoir s'endetter pour des axes qui sont très importants dans le cadre du développement économique. Donc, notre endettement est sous contrôle et l'avancée économique que nous avons eue sur ce septennat est aussi une avancée qui va nous permettre de poursuivre nos efforts, surtout puisque nous avons réussi à entamer cette diversification de notre économie et par rapport à la transformation d'un certain nombre de matières sur place au Gabon, ce qui ne se faisait pas avant. Mais les effets de cette diversification de l'économie étaient attendus pour un peu plus tôt que 2016. Non, les effets d'une diversification, madame, lorsque vous entamez une réforme, quelle est la réforme qui peut porter ses fruits dès la première ou la deuxième année? Quelle est cette réforme? Ce n'est pas première ou deuxième année, vous l'avez commencé en 2009. Je l'ai commencé en 2009, mais par exemple, si on prend les taux de croissance, nous étions à moins 0,9 quand nous avons commencé. Nous avons eu des taux de croissance qui sont passés rapidement à 5 à 6%, et c'est la chute du pétrole qui nous ramène en dessous de entre 4 et 3%. Mais je veux dire aussi par là que d'autres indicateurs sont importants. Quand vous parlez des effets, nous les avons eus dans l'activité économique. Le secteur de la forêt qui a été réformé a produit 7000 emplois directs et indirects et plus de 130 entreprises créées nouvelles. Et donc, sur la partie du septennat, nous avons multiplié par 3 le nombre d'emplois. On est encore bien en deçà de vos prévisions. Non, pas du tout. Monsieur le Président, même si vous multipliez le nombre d'emplois... Nous ne sommes pas en deçà de mes prévisions. On voit vous n'aviez pas promis 20 000 emplois. Je n'avais pas promis 20 000 emplois. Non, pas du tout. Dans votre approche, quand Marie-Angèle parle de l'emploi, on voit que la croissance est quand même assez faible pour générer de l'emploi. Vous avez une crise du pétrole qui génère des pertes d'emplois aussi, puisqu'il y a eu des licenciements économiques. On ne peut pas revenir dessus, ce n'est pas compensé. Ces pertes d'emplois sont compensées par des secteurs nouveaux dans lesquels nous développons. Je vous ai dit par exemple le secteur de la forêt, c'est 7000 nouveaux emplois directs et indirects. Mais nous avons créé aussi d'autres emplois dans d'autres secteurs, y compris l'agriculture. Est-ce qu'on peut avoir un chiffre précis, selon vous, de la moyenne ou du nombre d'emplois qui ont été créés? Parce que, non, je vous ai dit, sincèrement, les chiffres sont très divers. 12 000 en moyenne. 12 000 par an. Est-ce suffisant? Non. Parce que pour atteindre les objectifs que nous sommes fixés, nous devons faire un effort et passer à 20 000. Mais nous sommes passés de 4 000 à 12 000. Alors, vous dites 12 000, c'est ce qu'on vous a créé. C'est ce que nous faisons. L'objectif, c'est 20 000. Oui. Expliquez-moi, par quelle magie, au bout de 7 ans, vous créez 12 000? Comment est-ce que vous pensez pouvoir Par la diversification. Par la diversification. Uniquement. Ce n'est pas oui. Parce que d'offre des opportunités nouvelles grâce à la diversification, l'investissement public aussi, qui a été très fort sur tout le septennat. Et c'est donc par ce biais-là que nous escomptons, pour la période qui va venir, pouvoir augmenter encore le nombre d'emplois. Par exemple, comme je vous ai dit, le secteur de la forêt a créé 7000 nouveaux emplois, grâce uniquement à la décision de transformation locale du bois, avec un certain nombre d'entreprises. Maintenant, le secteur de l'agriculture aussi va pouvoir employer. Nous avons eu aussi, sur le septennat, tout le secteur du BTP, avec des travaux d'infrastructure qui ont été très importants. Donc tout ceci a pu nous permettre, et pour la première fois aussi, nous avons eu un fort accroissement de création d'emplois par le secteur privé. On va rentrer dans ces détails. On a parlé du Gabon vert, du Gabon des services, donc Babilas. L'une des mesures fortes que vous avez prises dès votre accession au pouvoir, c'est de renverser la courbe de l'autosuffisance alimentaire. Le Gabon n'est toujours pas encore autosuffisant. Entre autres projets que vous avez mis en place dans ce cadre, c'est le PRODIAC, le projet de développement et d'investissement agricole. Comment se fait-il que depuis 2011, vous avez mis cela en place, on est en 2016,
Et on constate que le Gabon continue pas à importer pratiquement tout ce qu'il consomme. Est-ce qu'un jour on y arrivera? Est-ce que vous avez pris le temps d'évaluer pourquoi ces projets que vous mettez en place n'arrivent pas à insuffler ce changement que vous voulez? En sachant que le Gabon, c'est 80%. Vous allez souvent beaucoup plus vite que la musique. Hein. Lorsque l'on fait des réformes, les réformes, il faut le temps. Cher ami, c'est comme l'agriculture. Oui. Vous plantez, vous n'allez pas récolter. Oui, mais ce projet a été mis en place en 2011. Ah non, le projet graine n'a pas été mis en place. Non, on parle du projet Prodiag, qui a été mis en place en 2011, comme précise Babylas, était censé être financé à hauteur de 30 milliards de francs CFA et devait ramener le volume des importations de denrées alimentaires de 80 à 56%. Or, nous restons encore à la barre des 80%. Ce secteur va être en progression importante. Et vous allez voir que dans les années à venir, nous allons rapidement sortir de notre dépendance alimentaire. J'ai totalement foi dans nos projets agricoles, notamment notre projet graines, qui a repris dans son ensemble toute la philosophie de développement que nous allons connaître sur le plan agricole, avec des projets importants dans le cadre de l'agrobusiness, mais aussi dans le fait de développer et accroître et amener les Gabonais eux-mêmes à s'intéresser à la culture maraîchère et vivrière. Et donc pour cela, nous avons des bons indicatifs et qui vont nous amener à rapidement sortir de cette situation-là. Aujourd'hui, quand nous parlons par exemple du projet Graines qui a été implanté depuis 1 an, c'est déjà plus de 15 000 Gabonais enrôlés, avec un programme de formation qui est très poussé, et un programme, le plus important programme de redistribution des terres, avec un bon partenariat public-privé, parce que là est la formule. La formule aujourd'hui qui marche bien, c'est celle du partenariat public-privé. Et donc dans cette formule-là, nous sommes sûrs d'avoir des résultats, et nous ne doutons pas que ce projet nous amènera les résultats escomptés. Vos détracteurs ou vos adversaires politiques disent que, et en commençant par votre ancien Premier ministre, Raymond Donsima, il dit clairement que le projet Graines était le moins approprié. Lui-même avait proposé un autre projet qui concernait l'ensemble des Gabonais, sur les territoires gabonais. Vous avez fait le choix d'aller travailler avec une multinationale, de ne pas mettre en évidence les Gabonais. Les chiffres de l'emploi que vous donnez dans le projet Graines ne sont pas vérifiés et avérés. Monsieur Nimalé, je suis désolé. Je suis en partenariat avec une des plus grosses entreprises en agrobusiness du monde. Et vous croyez que cette entreprise va venir investir d'une manière aussi importante au Gabon pour ne pas avoir des résultats? Alors, je veux bien et j'apprécie beaucoup M. Ndonksima, mais M. Ndonksima va quand même pas venir nous faire croire à nous tous qu'il est beaucoup plus expert que tous les plus grands experts d'Olam, une société qui a prouvé dans le monde entier qu'elle sait conduire les affaires, qu'elle est une des sociétés les plus prospères. Alors, un peu de modestie. Un peu de modestie. Je me doute quand même que si vous avez choisi comme Premier ministre, c'est qu'il doit avoir une certaine expertise. Pour ne pas remettre en cause... Sur la question agricole, il s'est trompé. Voilà. Autre précision sur le projet Graines. On accuse ce projet. Vous avez parlé tout à l'heure de quelque chose d'assez sensible, des maraîchers, des produits vivriers. On dit que le projet Graines, aujourd'hui, ne répond pas à cette demande précise et se tourne plutôt vers la culture de rente qui intéresse cette multinationale avec laquelle vous travaillez. Non. La culture de rente, c'est un des aspects du programme. Les gens ne lisent pas suffisamment ou n'écoutent pas suffisamment ce que nous disons. Donc ce projet-là, il est complet. Il va nous aider à réduire et à sortir de notre dépendance alimentaire avec tous les différents aspects, y compris la culture de rente dont vous dites, mais c'est un projet qui est complet. Simplement que les gens ne prêtent pas attention et ils sont toujours prompts à la critique parce qu'ils n'en ont pas eu l'idée eux-mêmes et parce qu'ils n'ont pas été les initiateurs. Et je pense que Babylas... Je rappelle aussi que nous avons eu dans le passé des mêmes projets sur ce plan-là et qui ont été mal gérés, y compris par mon ancien Premier ministre dont vous parlez, parce qu'il n'est pas venu vous dire comment il a géré certaines sociétés avant, dans ce secteur-là. Il a dit dans son émission. Et donc, ce que je souligne, c'est que lorsque beaucoup ne sont pas les initiateurs d'un projet, ils sont prompts à le critiquer alors qu'il vient simplement d'être mis en route. Alors, qu'ils attendent et voient les fruits que cela va donner, et à ce moment-là, nous en parlerons. Ce n'est pas le Premier ministre qui va critiquer, mais quand on travaillait tout autour de cette émission, Babylas a compilé un certain nombre de chiffres sur l'agriculture.
au Gabon. Peut-être les ressortir ces chiffres avant que Marie... Mais avant cela, j'ai une question bien précise par rapport à la manière dont financer l'agriculture. Oui, Monsieur le Président. Quelle est la part de l'agriculture dans le budget de l'État? Nous avons aujourd'hui dans le budget de l'État des impératifs qui sont très importants. Et la priorité va d'abord sur l'éducation et la santé. En ce qui concerne l'agriculture, nous préférons aujourd'hui aller en le partenariat public-privé. Car dans le passé, nous nous sommes rendus compte que l'État lui-même ne sait pas investir. Les fonctionnaires ne sont pas des hommes d'affaires. Donc nous préférons passer par le partenariat public-privé où nous sommes sûrs que le partenaire qui investit avec nous, il croit au projet et ce projet sera mieux géré et mieux conduit. Donc voilà un petit peu ce que nous faisons. Quelle est la part de l'agriculture dans le budget de l'État, Monsieur le Président? Cette part dans le budget de l'État n'est pas aussi importante que nous le souhaiterions et c'est pour ça que je vous dis que nous allons augmenter cette part dans le futur avec notamment l'accroissement de ce projet graines et notamment d'autres projets agricoles auxquels nous sommes en train de réfléchir. Donc nous sommes à l'heure actuelle, c'est pour ça que je ne vous réponds pas précisément, parce que nous sommes à l'heure actuelle en train de préparer le budget pour 2017 et il y a encore un certain nombre d'équilibres pour lesquels je n'ai pas totalement donné mon accord. Parce que selon les informations qu'on a, cette part s'élèverait à moins de 1%. C'est loin des objectifs, par exemple, fixés du millénaire pour le développement. Non, non. Comment peut-on développer cette économie agricole en ayant moins de 1%? Elle ne va pas se mettre de 1%, mais je vous ai dit que nous préférions profiter du partenariat que nous avons. Et dans ce partenariat, les budgets et les investissements sont beaucoup plus importants. Mais Monsieur le Président, le Gabon est signataire quand même des accords de Maputo qui font que chaque État devrait consacrer 10% de son budget à l'agriculture. Nous allons consacrer plus de moyens, je vous dis, par le partenariat public-privé, puisque là-dedans, l'État participe par le biais de son fonds d'investissement. Donc c'est quand même une volonté importante. Et je vous assure que sur le projet notamment graines, c'est 200 000 hectares sur lesquels nous allons investir dans les 5 prochaines années, avec le plus grand programme de redistribution de terres en Afrique qui se fait à l'heure actuelle. Et donc ça ne va pas se faire simplement avec des petits budgets. Nous voulons amener l'efficacité. Alors, il ne s'agit pas simplement de suivre comme ça les recommandations, si ces recommandations ne vont pas amener les résultats escomptés. Tout ce que vous dites, nous avons fait dans le passé. Nous avons mis les budgets dans le passé pour un résultat qui n'était pas certain. Donc aujourd'hui, mais nous allons le respecter. Nous allons le respecter, mais à notre manière et avoir les résultats escomptés. Mais qu'est-ce qui absorbe le budget de l'État concrètement? Si vous n'êtes pas capable de consacrer 10% du budget à l'agriculture, qui quand même devrait apporter cette autosuffisance alimentaire, qu'est-ce qui prend beaucoup plus de part? Il faut aussi faut pas mettre la charrue avant les bœufs. À l'heure actuelle, nous avons consacré une grosse partie de notre budget sur les infrastructures parce que, dans le passé, investir dans l'agriculture, c'est bien, mais si vous n'avez pas les routes, vos produits, vous allez des routes aussi, on ne voit pas beaucoup de choses. Hein? On ne voit pas beaucoup de routes. Je suis désolé. Je ne peux pas vous laisser dire une telle chose. Nous avons plus investi dans les routes au cours de ce septennat que dans les 30 dernières années. C'est 670 km de route livrés. 672 km de livres livrés et 600 encore en chantier. Et donc, nous allons passer de 900 km de route en 2009. En 2020, nous serons à près de 2000 km de route. Vous tentez de rattraper le retard, je ne peux pas donc, à ce moment-là, vous laisser dire que nous n'avons rien fait. Alors, on va revenir sur l'investissement routier. Je tiens quand même à vous dire que ce sont des gros investissements que nous avons consentis. Donc, vous ne pouvez pas me faire le reproche d'avoir d'abord voulu avoir les infrastructures et pour pouvoir après développer un certain nombre de secteurs. Or, dans le passé, nous avons voulu développer les secteurs et nous n'avions pas les infrastructures. Donc, moi, j'ai rencontré les Gabonais lors de mes tournées. Et ces Gabonais, qu'est-ce qu'ils me disaient? Heureusement, Président, que vous avez pensé à faire les routes. Pourquoi? Parce que dans le passé, nous nous retrouvions avec toutes nos cultures et nous ne pouvions pas les acheminer vers les marchés. Et elles pourrissaient là, parce que les routes étaient impraticables. Donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui me reprocher d'essayer de mettre
d'ordonner les choses et d'ordonner les dépenses. Et c'est exactement ce que nous avons fait. On peut vous reprocher d'avoir promis 1000 km de route par an. Je n'ai pas promis 1000 km de route par an. Qu'est-ce que vous avez promis Ah alors? non, madame. Je voudrais que vous me retrouviez cette déclaration où j'ai promis 1000 km de route par an. Souvenez-vous de ce que vous aviez promis lors de la dernière élection Je présidentielle. n'ai pas promis 1000 km de route par an. Mais vous n'avez pas parce promis que ce n'est 700 km de route en 7 ans non plus. J'ai promis que nous allions investir ce que j'ai promis. Et je l'ai fait. Nous avons multiplié par 3 le budget d'investissement et j'avais promis de consacrer 48% du budget d'investissement sur les infrastructures routières. Ça, c'est ce que j'ai dit. Mais les 1000 km, je voudrais que vous me retrouviez ça. Alors, on va les retrouver en faisant tout de suite le bilan en images dans un sujet de votre septennat. Très bien. L'avenir en confiance, c'était la promesse d'Ali Bongo Ondimba, candidat à l'élection présidentielle d'août 2009. Parmi les engagements contenus dans ce projet de société, le plan stratégique Gabon émergent. À la fin de son mandat, le bilan de ce premier septennat se pose. D'un financement de 18 000 milliards de francs CFA, le plan stratégique Gabon émergent prévoyait entre autres le développement durable, la gouvernance, le capital humain, les infrastructures et la diversification des sources de la croissance. PGE, dans sa composante Gabon industriel, a conduit à la transformation de plusieurs filières d'activité qui ont remonté la chaîne de valeur en passant de la vente de matières brutes à celle de la transformation locale avec un fort impact socio-économique. Dans les matériaux de construction, la nouvelle usine de CIMAF va porter la production nationale à 500 000 tonnes par an, soit un triplement de la production du Gabon par rapport à 2009. Plus de 200 emplois seront créés pour exploiter cette usine. En matière d'infrastructures routières, le Gabon a connu des améliorations depuis 2009. Peu avant l'accession du président Ali Bongo à la tête de l'État, le Gabon disposait de 817 km de routes bitumées construites depuis 1995. Le nombre de kilomètres de routes bitumées construites entre 2010 et 2013, quant à lui, s'élève à 768 km. Selon les chiffres officiels, le réseau routier a augmenté de 75%. C'est que le président a souhaité et voulu que nous accélérions la cadence. Et ce gouvernement doit accélérer la cadence et des réformes et de la mise en place d'un certain nombre d'aspects relevant chacun de sa compétence pour que le plan stratégique Gabon émergent avance, soit de plus en plus une réalité vécue par les Gabonais. Autre promesse d'Ali Bongo Ondimba, le Gabon vert et le Gabon industriel. Concrètement, ce projet visait à transformer localement le bois gabonais et une industrie dynamique, de même qu'une pêche et une aquaculture moderne afin de garantir la sécurité alimentaire. En mai 2010, le président gabonais décide de l'interdiction d'exportation des grumes pour réaliser la transformation locale du bois. Selon le cahier de bord de l'économie gabonaise, le chiffre d'affaires de la filière bois serait passé de 38 milliards en 2009 à 118 milliards de francs CFA en 2014. Vous savez que la transformation d'une tonne de manganèse amène 3 fois la valeur. Ce sont des faits réels, ce n'est pas de l'utopie. Je constate donc que nous sommes presque tous d'accord pour dire oui, il y a eu de la croissance, oui, il y a un début de diversification, et j'entends que tout n'est pas parfait, mais je suis d'accord. Au niveau social, Ali Bongo Ondimba promettait de lutter contre les inégalités, la pauvreté et l'exclusion. Avec la Caisse nationale d'assurance maladie et garantie sociale, il a réussi le pari d'étendre le système d'allocation et aide sociale. La construction dans les grands centres urbains des CHU de Libreville, Ovendo et Agondje. Pour plusieurs observateurs, tout cela a été fait au détriment de la médecine de proximité dans les quartiers et dans les différentes localités du pays. Il fallait augmenter l'offre de soins en quantité et en qualité. Les pouvoirs publics ont pensé qu'il était bon de prendre l'hypothèse haute, de commencer par les CHU, pour limiter les évacuations sanitaires qui coûtent cher aux contribuables gabonais. La moindre évacuation sanitaire, il faut compter 25 à 30 millions de francs CFA. Donc il fallait doter le pays de structures capables de soigner au Gabon certaines pathologies qui nécessitaient des évacuations sanitaires. Les partisans d'Ali Bongo Ondimba voient le verre à moitié plein
Mais ses adversaires politiques ne pensent pas la même chose. Ils retiennent entre autres le doublement de la dette publique. De 23% du PIB en 2009, elle est passée à 49% en 2016. Pour créer les emplois, pour réduire la pauvreté, il faut se situer à 7%. Aujourd'hui, c'est possible. Il faut se situer au-delà de 7%. La Côte d'Ivoire est à 9-10% au-delà. Alors, tout cela traduit un mauvais choix des priorités. Tout cela traduit par la gestion du président actuel un gaspillage des ressources dans les dépenses de fonctionnement, dans le train de vie de l'État. Autre faiblesse du septennat d'Ali Bongo Ondimba, la prouesse non tenue de 5000 logements par an, le manque de rééquilibrage des pouvoirs entre les institutions et l'absence des statuts de l'opposition. Pour certains d'entre eux, le plan stratégique Gabon émergent qui devrait conduire à l'émergence du pays est un échec. Le plan stratégique Gabon émergent de M. Ali Bongo Ondimba, qu'il a déjà fait dans le passé. Et vous voyez, il est en train de le changer, il n'en parle plus. Il parle maintenant d'égalité de chance. Mais où est le plan stratégique Gabon émergent? Il est où? Il a disparu. Doucement, on a tourné la page là sans rien dire. N'est-ce pas? On parle d'égalité de chance. Et pourquoi? Parce que le plan stratégique Gabon émergent n'a jamais été bouclé. Le financement de ce projet, de ce plan, n'a jamais été clairement bouclé. Pour Ali Bongo Ondimba, il reste encore beaucoup à faire et le plus important doit être le développement économique et social du Gabon. Les Gabonais devront choisir entre poursuivre avec la ligne tracée d'Ali Bongo depuis 2009 et une classe politique qui prône la rupture. Ce sera à l'issue du scrutin du 27 août prochain. Vous venez de suivre cet élément. Est-ce que, quand vous entendez l'ensemble de ces critiques, vous n'avez pas l'impression qu'il n'y a pas eu une véritable lisibilité précise de ce programme? J'entends des critiques qui viennent d'adversaires politiques. De vos anciens premiers ministres, de vos anciens collaborateurs aussi? Oui, mais ce sont des adversaires politiques et ils ne vont certainement pas venir dire le contraire et venir dire que le programme marche bien. Donc ce n'est uniquement du jeu politique qui n'est pas surtout basé sur les réalités et les faits sont là. Alors, il y a des points sur lesquels on doit avancer dans ce bilan. C'était le Gabon des services aussi, qui était lui consacré à la valorisation des ressources humaines, devait aider à mieux former les Gabonais, donc le plan de l'éducation, ensuite le plan de l'emploi et le plan de la santé. Sur l'éducation, Babilas. Merci. Monsieur le Président, j'ai jeté un regard sur le dernier rapport de la Banque mondiale par rapport à l'éducation, qui classe le dernier comme le pays qui a le taux. Qui classe le Gabon. Oui, bien entendu, merci. Qui classe le Gabon comme le pays qui a le taux de redoublement le plus élevé au monde. 37%. Est-ce que cela ne consacre pas l'échec de toute votre politique sur le plan de l'éducation? Parce que vous pensez que ce résultat est imputable uniquement à Ali Bongo depuis que je suis arrivé. Vous ne voyez pas qu'en fait, ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de dire que vous imputez cela à un échec, vous me l'imputez directement. Alors je vais vous répondre, je vais vous dire que sur la question de l'éducation, la détérioration de la politique d'éducation dans notre pays, elle date depuis un certain nombre de temps. Par contre, ce que nous avons fait, nous avons essayé d'arrêter la chute par une réforme. Et cette réforme va prendre un petit peu de temps. Nous sommes conscients, et c'est d'ailleurs un des axes les plus importants pour le mandat pour lequel je sollicite mes compatriotes, c'est vraiment de mettre un effort beaucoup plus important que nous l'avons fait au niveau de l'éducation. D'abord, pour mettre les élèves et les enseignants dans de meilleures conditions. Ensuite, pour revoir nos programmes et de manière qu'ils soient en meilleure adéquation, parce que l'éducation comme la formation professionnelle, doivent nous conduire demain à pouvoir avoir des compatriotes qui pourront répondre aux offres d'emploi que nous allons pouvoir mettre sur le marché. Donc c'est une éducation au service du développement, mieux adaptée par rapport à ce que nous voulons faire. Nous avons déjà travaillé avec un certain nombre de cabinets qui nous ont fait un certain nombre de recommandations. Ces recommandations sont petit à petit mises en place. Mais le rapport pointe du doigt un certain nombre d'aspects que je vais vous citer. D'abord, l'effectif dans les salles de classe.
Aujourd'hui, c'est effectif. Nous connaissons le problème. Ce problème... Vous ne le connaissez pas vraiment, Monsieur le Président. Comment je ne connais pas? Attendez, je vais vous bien sûr, vous croyez que je ne connais pas ce qui se passe dans mon pays? Bien vous croyez que je ne sais pas ce qui se passe dans mon pays? Je vais vous dire le sureffectif dans les classes? Vous croyez que je ne le sais pas? Mais qu'est-ce que vous avez fait alors? Mais nous avons construit des salles de classe. Et pourtant, il y en a encore où il y a 150 élèves dans une salle de classe. Mais bien sûr, mais vous croyez que chaque fois vous êtes en train de me parler de problèmes et ça te fera d'un terrain. Put baguette magique. Et en espace 1 ou 2 ans, ça devrait être réglé. Oui, mais si on a passé 7 années au pouvoir, nous avons passé 7 années au pouvoir. Mais je suis désolé. Vous voulez donc dire que dans ces 7 années, nous n'avons absolument rien fait? Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que vous êtes en train d'insinuer. Pas du tout. Et c'est pour ça que je suis en train de vous dire. Je ne veux même pas m'arrêter là. Je suis en train de vous dire que nous avons construit beaucoup plus de salles de classe que ces dernières années. Nous avons réhabilité un certain nombre de lycées et nous sommes en partenariat que nous venons de signer avec l'AFD pour avoir la construction de beaucoup plus de lycées et de salles de classe. Mais comment se fait-il que vous entretenez constamment un bras de fer avec les partenaires sociaux, par des syndicats, puisqu'il y a trop de grèves au Gabon? Et puis on est à la veille d'une rentrée. Les grèves sont conditionnées souvent sur des questions politiques. Bon. Et sur les négociations avec les syndicats, nous sommes arrivés en accord, puisque depuis l'année dernière, nous avons fait une augmentation sans précédent des salaires dans la fonction publique. Mais ils estiment que vous avez fait un accord sur le désaccord, parce qu'il y a une accumulation de problèmes jamais réglés. 30% d'augmentation pour les agents de l'État. Jamais une augmentation comme cela n'a eu lieu. Donc, et globalement, ils sont satisfaits. Ils ne peuvent donc pas dire que je n'ai pas... Même pour la rentrée à venir, ce n'est pas certain que les classes reprennent. Ils ne peuvent pas dire que je n'ai pas répondu à leurs demandes. Même les primes qui leur sont dues. Quelles primes? Les primes d'incitation à la fonction d'enseignant, par exemple. Ah non, tous les primes ont été payées, monsieur. Tous les primes, je m'inscris en faux. Toutes ont été payées. Y compris la fameuse prime d'incitation à la performance. Tout cela a été réglé et tout ça a été payé. Ensuite, dans le calcul du nouveau salaire, de l'augmentation des salaires, il a été mis dans cette augmentation un certain nombre de primes qui existaient avant. Et c'est donc pour ça que dans ce package, nous avons fait un package qui nous a permis d'augmenter de près de 30% les salaires. Donc nous avons voulu mettre les agents de l'État à l'aise pour ne plus avoir justement, c'est toujours ce même prétexte de dire que nous sommes mal payés. Aujourd'hui, ils sont correctement payés et nous attendons des résultats. Alors, un des aspects, toujours sur cet aspect de l'éducation, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est le financement des établissements. Normalement, était prévu 60 lycées, 10 internats financés, mais vos opposants disent que ce sont des prévisions fictives qui n'ont jamais existé. On dit de vos opposants ou d'un document qui est sorti qu'afin d'améliorer les conditions dans l'enseignement public du second degré en 2013, vous avez pris la décision d'inscrire un budget de 20,17 milliards dans le budget de l'État pour la construction et l'équipement d'établissements secondaires. 14 milliards ont été affectés à l'Agence nationale des grands travaux pour le suivi et l'exécution des 10 établissements. En analysant la loi des finances, on apprend que cette inscription budgétaire a été financée entièrement, mais ces établissements, ces constructions n'ont pas vu le jour. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage dans ces priorités entre l'affectation des budgets et la non-réalisation de ces travaux, si réellement c'est le cas? Nous avons connu des problèmes comme cela dans le passé, mais je peux vous dire que les travaux sont entamés pour un certain nombre de ces établissements. Et les travaux seront complétés. Je voudrais aussi dire que par rapport à toutes les critiques que vous me faites, ces critiques émanent de personnes qui furent aux affaires avant et qui n'ont absolument rien fait. Je ne suis pas d'accord avec vous, Monsieur le Président. On ne vous fait pas que des critiques des personnes qui émanent, on vous fait des critiques de vos rapports aussi. Non. Le rapport du gouvernement, le rapport du budget de l'État. Lorsque vous me citez, tel ancien dit ça, tel ceci a dit cela, je suis désolé. Ici, ce sont les chiffres et les rapports qui viennent de vos programmes, de vos constats et aussi du budget de l'État. Donc ça ne peut pas être uniquement ceux de vos opposants. C'est pour ça que pour certains de ces points-là, je serai entièrement d'accord pour vous amener sur site et pour que vous puissiez constater par vous-même. Vous avez prévu que ces établissements vont être construits? Vous avez la certitude? Oui, totalement. Très bien. Dans les autres et je le dis
devant les caméras, sur votre antenne. Et vous donc pourrez revenir me voir si les Gabonais me font confiance, un peu plus tard pour me reposer la question. Mais je vous garantis. Qu'il vous fasse confiance ou pas, on ira filmer. On reprendra la liste et on ira filmer et les voir. Je devrais répondre de ce dont je suis responsable. Monsieur le Président, votre bilan est important. On doit le détailler un peu plus. Donc je vous propose de marquer une pause, de revenir pour parler de deux aspects importants de ce bilan. L'éducation, l'emploi, on vient de parler d'éducation, pardon, l'emploi et la santé, qui sont deux chapitres extrêmement importants, surtout qu'il y a un point de convergence qui cristallise non seulement les passions, mais aussi les critiques, c'est celui de l'assurance maladie pour tous. Très bien.